Ce nouveau live Instagram de chef-d'œuvre. Nous sommes au mois de juin, il est évidemment 18 h et c'est un plaisir pour celles et ceux qui vont suivre ce live, évidemment de découvrir un petit peu la sélection de chefs-d'œuvre. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, de partager avec vous des coups de cœur. On va passer une petite heure ensemble comme chaque mois sur ces lives Instagram depuis le Covid. C'est un plaisir de partager avec vous sur ces vidéos. Évidemment la vie de chef-d'œuvre, l'actualité du club et bien entendu les coups de cœur qui ornent nos coffrets qui existent presque depuis 11 ans. Ça fera 11 ans au mois de juillet qu'on envoie des coffrets chef-d'œuvre, c'est presque une fierté de le dire. Évidemment sur ce modèle de la découverte, de prendre les gens par la main et surtout d'amener un petit peu à la maison, pour celles et ceux qui nous suivent, des découvertes, parfois des jeunes talents, des domaines qui vont écrire en tout cas l'histoire de notre vignoble et pour lesquels évidemment on est heureux de pouvoir prendre un petit peu la parole. Alors on va passer donc ces prochaines minutes ensemble. Avant, j'aimerais évidemment parler un petit peu de l'actualité du club chef-d'œuvre et vous donner un petit peu les différents moments qui se feront à vous. On était assez nombreux la soirée membre il y a à peu près 10 jours pour la soirée membre blind en terrasse. C'était un très très bon moment, on a vu des très belles choses. Et là, on va vous retrouver donc pour ceux qui aiment vivre des moments, partager des grands vins et surtout retrouver de la découverte. Eh bien, on vous l'a proposé déjà. Le 23 juin, on fait un chef-d'œuvre lab d'été sur la route des vacances. Vous voyez, le thème est vraiment planté. Il faudra évidemment s'équiper là du package pour partir en vacances. On va partir de Champagne, passer par la Loire, faire un petit saut en Bourgogne, descendre toute la vallée du Rhône, on fera un petit saut en Corse, la Provence, etc. Et que des top domaines sur lesquels on a des choses totalement singulières, avec aussi quelques vins assez rares. Enfin tout ça, je pitch un petit peu, mais je vous laisserai évidemment découvrir tout ça. Ceux qui ont envie en tout cas de nous retrouver ici au 55 rue de Châteaudun pour ce lab, voilà, c'est toujours le même concept, 20 € l'entrée, 20 vins à goûter et surtout une journée entière de dégustation dédiée aux wine lovers qui permettent évidemment d'étirer ça. Il y a des belles bouteilles à découvrir et même quelques cuvées assez rares tirées à quelques centaines d'exemplaires. Bref, je ferme la parenthèse. Pour ce live Instagram de chef-d'œuvre, on va parler bien entendu des découvertes, des coups de cœur, des rapports prix-plaisir, parce que ça fait partie évidemment du monde du vin qui nous fait vibrer en tout cas ici chez chef-d'œuvre. Le plus important vraiment quand on boit du vin, je pense que c'est de mesurer à chaque fois évidemment l'émotion que l'on a quand on paye quelque chose. Et ça a été évidemment les fondations de chef-d'œuvre et j'aimerais évidemment remarteler un petit peu ce message. Ce que je vais vous présenter là dans les vins qu'on va commenter, c'est pas simplement une quintessence de name dropping et de noms de domaines qui sont extrêmement connus, c'est une parenthèse ou une ouverture peut-être autour de nouveaux plaisirs et surtout de nouvelles cuvées ou de domaines qui semblent en tout cas, pour nous en tout cas, écrire une partie de l'histoire du vignoble à venir. Bref, on va essayer en tout cas de vous décrire tout ça. Et donc on va commencer comme d'habitude avec tous ces plaisirs de votre coffret qui s'appelle En route vers les étoiles. Ça c'est le premier, c'est les fondations, c'est le plus gros groupe du club chef-d'œuvre et j'aimerais évidemment profiter de ces moments pour accentuer un petit peu. C'est le coffret qui, depuis l'histoire de chef-d'œuvre, a toujours fonctionné le mieux. Alors comme si finalement l'équilibre du rapport prix-plaisir, l'équilibre du crescendo de plaisir, l'équilibre des différents moments de consommation vous plaisait. Et puis après je vous parlerai du coffret découverte, des coffrets absolument rouges, 2 bouteilles, 3 bouteilles, des coffrets terroir de légende qui se déclinent évidemment sur différents formats avec beaucoup de découvertes en tout cas sur ce mois de juin. Alors, je vous les affiche, elles sont là, je vais équilibrer un petit peu pour que vous voyez à peu près de quoi on parle. Mes premiers plaisirs, on va parler de Mélanie Pfister, vigneronne brillante que j'avais déjà un petit peu présentée dans chef-d'œuvre, notamment avec sa cuvée Engelberg qui est magnifique dans le nord de l'Alsace. Là, je vais vous faire goûter Berg 2021, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. L'équation d'un grand vin de sol, de terroir, sur laquelle en fait se juxtapose une subtilité, une finesse. Vraiment un vin qui tire beaucoup de salive et surtout cette équation du millésime un peu froid qui enlève le glycérol et qui va apporter beaucoup de longueur. Je vous en reparle dans quelques instants. Deuxième plaisir un petit peu estival également. Bon évidemment vous connaissez tous Emmanuel Gannepin
et bien sûr son associé JR20. Vous avez peut-être déjà connu les cuvées hypnotiques, ADN, etc. Là, je vais vous faire goûter l'électron libre, un Côtes-du-Rhône qui m'avait beaucoup tapé dans l'œil lors de Wine Paris et que je suis fier de vous présenter aujourd'hui. Un tirage assez limité puisque 2100 bouteilles produites. Vous allez voir que dans la simplicité, on peut faire des grandes choses. Et puis, troisième et dernier vin, eh bien un vin qui porte bien son nom. Et là, on aimerait évidemment faire un clin d'œil à nos amis des Côtes de Castillon, de Mendelas, Stéphane de Renoncourt et Christine, qui ont fait ce vin qui s'appelle À table. Vous allez voir que ça, c'est du Cabernet Franc version Wine Lovers. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment est un tirage limité pour les gens qui aiment boire du vin et qui ne font pas que commenter des étiquettes. C'est parti. Premier vin qu'on va découvrir évidemment sur Rieslingberg de Mélanie Pfister. Alors évidemment quand on parle de cette propriété, il faut avoir bien sûr les yeux rivés sur le nord de l'Alsace. Cette région qui est peut-être un peu moins connue que la partie un petit peu plus au sud. Plus près de Colmar, on a quand même beaucoup plus de grands écrins, de grands vignobles, peut-être de grands crus et de domaines plus célèbres dans la région. Mélanie a toujours écrit dans l'histoire de la région une partition singulière. Moi, j'avais déjà beaucoup apprécié ces grands crus, enfin son terroir d'Engelberg, qui est absolument remarquable et mis dans les coffrets de chefs-d'œuvre à l'époque, les 2015, commenté aussi les 2016, bref. Aujourd'hui, on est heureux de pouvoir vous parler un petit peu de la gamme très cohérente. Et si vous êtes amateur de vin en Alsace, il faut vraiment que vous connaissiez ce domaine parce que quand on évoque la cohérence d'une gamme, là, sincèrement, il y a beaucoup de très très belles choses et surtout des prix très doux. Parce que faire des grands vins à 50 ou 100 euros la bouteille, ça va, tout le monde peut à peu près le faire. Quand on commence à parler d'une bouteille à 20, 18, 19, 20 euros pour certains vins de lieu dit, entre guillemets, c'est quand même une autre partition. Et cette bouteille, moi, je l'ai découverte grâce à Enrico Bernardo. Je l'ai redécouverte grâce à Enrico Bernardo, qui est aujourd'hui, que vous connaissez, meilleur sommelier du monde 2004, brillant sommelier, etc., qui distribue aujourd'hui beaucoup de domaines. Il avait organisé une dégustation à Bristol dans laquelle il y avait l'idée, c'était le fil conducteur du plaisir sous un certain prix. Ça, c'était vraiment très intelligent comme dégustation. Et je suis retombé sur cette bouteille en me disant, mais quelle évidence, quel plaisir, quelle immédiateté, et surtout, c'est pas juste un simple Riesling variétal. Vous allez voir, on va en parler un petit peu. C'est une magnifique composition de calcaire, de coteaux calcaires de Dallenheim, et qui va peut-être, en tout cas, vous faire vibrer. Alors 2021, année évidemment challengeante. Ça, c'est vraiment le mot qu'on pourra utiliser le plus pour ce millésime 2021. 2021, c'est une année très tardive, humide, pluvieuse, sur laquelle il y a eu bien sûr une pression, dans laquelle évidemment il y a eu aussi des accidents climatiques, il y a eu dans la majorité des vignobles du gel, des fois de la grêle, etc. Bref, faire des grands vins en 2021, c'était quand même un challenge de haut vol, mais dans lequel franchement je me suis pas mal retrouvé parce que pour le coup, moi, ce que j'aime dans les grands vins en général, c'est quand on va chercher un peu de sel, quand on va chercher un petit peu plus de sculpture, un peu plus de minéralité, parce que quand on a du glycérol ou des épaules, des fois on en manque un petit peu. Et moi, ce que j'aime bien dans ce millésime 2021 et notamment dans les blancs, c'est qu'on retrouve en fait des équilibres et des fils conducteurs d'acidité et des sculptures minérales sur ce millésime qui est finalement assez concentré, qui s'affranchit de la dimension un petit peu puissante, édulcorée de certaines années un peu plus chaudes. Et ce millésime 2021, à mon sens, révèle un peu mieux la dimension minérale des lieux que des années un petit peu plus solaires. Alors évidemment, il y a des millésimes parfaits, des millésimes qui concentrent, qui sont... Voilà, je repense à 2019 en Alsace par exemple, c'est vraiment... millésime de feu quoi. Mais si on remet un petit peu des années un peu plus solaires, 18, 15 ou choses comme ça derrière, moi j'aime un petit peu moins parce que on a moins le contact direct au sol. Et ce que j'aime bien dans ces millésimes, on va dire un petit peu décalés, plus tardifs, c'est qu'on va aller rechercher une sapidité et une forme de fraîcheur naturelle qui est à mon sens supérieure au millésime solaire. Bref, revenons à cette cuvée de Berck 2021. Donc ça fait partie de ces lieux-dits d'Alsace qui se distinguent maintenant, pas grand cru, mais on va dire trait d'union entre les Riesling de classique d'Alsace et ces fameux grands crus que vous connaissez forcément si vous êtes des wine lovers et que vous suivez évidemment l'Alsace dans cette proposition. Et dans ce Rieslingberg qui est donc un rapport prix-plaisir assez imbattable, eh bien vous allez retrouver plein de propositions vraiment très intéressantes. Moi, quand je mets le nez là-dessus, je suis d'abord
dans la promesse d'un vin très estival, très frais, qui conjugue des sensations un petit peu chlorophylliennes, mentholées, très fines, un peu d'infusion de plantes, à des notes de pomelos, de cédra, des petites touches qui conjuguent un petit peu l'amertume, le pomelos confit, des choses comme ça. Un peu d'eau de rose derrière qui me séduit pour le côté parfumé. Et surtout après, vous allez voir, un vin très sec, tendu, sapide, qui n'a pas simplement les vertus aromatiques, mais quelque chose de vraiment sapide et minéral. Je crache parce que évidemment, sinon je n'arriverai pas au bout de ce live. Mais ceux qui ont cette bouteille à la maison, regardez bien, ça c'est vraiment une invitation à plein de plaisir et à plein de recettes. Je vais vous en parler un petit peu et vous en donner quelques-unes parce que moi j'adore cuisiner, je suis cuisinier à la base et je vous donnerai quelques petites pistes comme ça pour, je l'espère, émerveiller vos papilles. Si vous avez la chance de pouvoir goûter ce vin à la maison, pensez-y. Quand on est vraiment dans la phase de dégustation, on a une attaque de mi-corps, qui fait vraiment, on le voit bien, hein, les côtés de la langue et le cœur de la langue sont complètement empreints de cette dimension saline, cette fine conjugaison d'amertume, ce côté un petit peu pomelos confit, cédra. On revient vraiment sur ces notes un petit peu comme ça qui vont éveiller les papilles et à la fois tirer la longueur comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Berg, c'est qu'il a vraiment une vraie persistance au-delà de ce que la proposition aromatique peut proposer sur simplement, vous savez, le lime, les notes de plantes, etc. Le Riesling, il peut aller beaucoup plus loin dans cette conjugaison-là. Et là, on en a une belle démonstration. Pour ceux qui vont bien sûr goûter cette bouteille en live ou même en décalé, pour ceux qui vont voir là, regardez bien la persistance, l'extrait sec aromatique de cette bouteille. On n'a pas affaire à une bouteille haut de gamme, on n'a affaire ni à un grand cru. Moi, je suis au moins à 7, 8, voire 10 caudalie en termes de persistance aromatique intense sur ce vin. Et donc, on va vraiment beaucoup plus loin sur ce Riesling Berg de Mené Pfister. C'est vraiment, pour moi, la parfaite conjugaison de texture et de sapidité. Là où, en fait, on a du terroir au milieu de la promesse simplement aromatique et sensorielle. Bref, cette cuvée, c'est une vraie découverte pour ceux qui voudront entrer un petit peu dans l'univers des vins de Mené Pfister. Il faut savoir que le grand cru est vraiment supérieur à ça et bien entendu éminemment voué à une grande longévité. Mais quand on boit ça en jeunesse, on se dit quel bonheur, quel plaisir et surtout quelle combinaison possible avec des plats un petit peu estivaux, puisque c'est un petit peu la promesse de ces coffrets chefs-d'œuvre et de ces moments, de ces plaisirs assez instantanés pour vous les faire découvrir. Il faut qu'ils puissent bien sûr scier à une proposition culinaire et bien entendu à une saisonnalité. Donc on va rentrer tout de suite dans ces petits détails. Moi, quand je bois un Riesling comme ça, qui est vraiment dans cet esprit-là de conjugaison d'amertume, de pomelos et tout, je pense à des préparations froides, crues. Je me rappelle d'une jeune chef qui avait fait Top Chef d'ailleurs, qui m'avait soufflé une petite recette. Oui, c'était la finale de Top Chef hier soir, alors je surfe évidemment sur l'actualité. Ils avaient fait une courgette avec une courgette en spaghetti, avec du pomelos, une sauce citron vert, lait de coco, avec un petit peu de sirop d'érable et un peu de sauce soja. Ça avec de la coriandre, vous faites une bonne vinaigrette et vous assemblez ça à vos spaghettis de courgettes et vous envoyez après derrière avec des petits dés de pomelos ou des petits quartiers de pomelos comme ça. Et vous servez ça, voilà, une entrée végétarienne très fine, très fraîche, très orientale, un peu dans le voyage avec la coriandre, le coco, l'agrume, le citron, etc. C'est vraiment délicieux et franchement, ça coûte rien à produire, ça coûte rien à faire à la maison pour un apéritif bien pensé. Évidemment, si vous êtes bien sûr plus proche des sensations marines, si vous aimez les tartares, les choses comme ça, vous serez évidemment servi par cette bouteille qui va mettre évidemment en exergue des ceviches, des choses comme ça, des tartares de poissons qui seront très agréables, ou bien voilà, un carpaccio de dorade avec du cédra, des agrumes, plein de choses qui pourront fonctionner. Mais vous pouvez faire aussi des mariages excellents, surtout si vous attendez un petit peu de ce genre de bouteille, avec des viandes blanches. Moi j'aime beaucoup le poulet au citron, des choses comme ça. Et il y a des très très grands mariages qui se font autour de ça. Surtout quand vous aurez des herbes en fait, parce que c'est un blanc qui appelle des herbes fraîches et qui appelle évidemment des conjugaisons aromatiques fondées sur la communauté aromatique, donc l'agrume, le menthol, le cédra, etc. Bref,
Je salue Mélanie avec cette bouteille parce que franchement, ça m'a régalé. Moi, quand on est au mois de juin ou au mois de juillet qui fait 25 degrés, j'ai envie de boire des choses assez fraîches. Et à l'apéritif comme à table, ça fait partie des coups de cœur. Je voulais évidemment vous en parler. Bravo Mélanie. Deuxième vin. Alors là, on va changer de paysage et surtout mettre un petit peu sous les projecteurs les vallées du Rhône méridionales. Quand on parle de vin de l'Hexagone et qu'on parle de prix plaisir, sincèrement, aujourd'hui, la vallée du Rhône méridionale occupe une place très singulière. Elle a forcément, donc pour celles et ceux qui maîtrisent un peu leur budget, une place importante. Et ce que j'aime dans l'idée, c'est que ici, la pluralité de la proposition et la justesse de la proposition chez de nombreux de domaines, en appellation Côtes-du-Rhône, autour de 14, 13, 12 euros, des choses comme ça, elle est assez incroyable. Encore ce midi, je déjeunais avec Arthur Maillard du domaine Maillard à Châteauneuf-du-Pape. Ça c'est un jeune talent dans lequel je vous invite absolument à aller goûter. Arthur Maillard fait des vins exceptionnels et franchement, avec son frère Hugo, c'est le premier millésime 2021 qu'ils ont fait. Si vous allez goûter ça, vous serez scotché. Et bien alors, Côtes-du-Rhône, rouge tout simple 2022, là, ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment électrisé. Leur Châteauneuf-du-Pape 2021 est énorme, en grappe entière avec des cuves béton. Franchement, c'est exceptionnel. Et ça, c'est des rapports prix-plaisir excellents. Donc quand on parle du Rhône, on pense forcément à ça d'abord. Bien entendu, il y a des appellations de prestige, il y a des noms et des domaines de prestige qui vont forcément faire rêver. Mais quand on parle du vin un petit peu plus du quotidien et des plaisirs quotidiens, évidemment, on revient un peu sur terre. Et là, je voulais évidemment souligner la partition que vous connaissez de Emmanuel Gagnepin, qui a lui aussi avec David Rizoul écrit depuis quelques années maintenant une très très belle histoire dans ce micro-négoce. Alors pour la petite anecdote, c'est un négociant, enfin c'est un micro-négoce, on va dire un peu comme ça. Emmanuel Gagnepin est œnologue, il suit des grands domaines de Corse, Vacelli, Gérard Courrèges et donc Jean-Charles Abatucci entre autres. Et ça fait partie, il produit également un petit peu de vin sur un modèle un peu spécial, avec une forme de sagesse, de décalage dans la mise en relief des domaines, des parcelles et des millésimes, qui m'a vraiment à chaque fois subjugué. J'avais déjà parlé un petit peu de ce domaine il y a quelques années. On avait mis sous les projecteurs quelques cuvées qui étaient Hypnotique 2016 par exemple, qui était un vin qui truffait presque, et qui était vraiment merveilleux. Mais là, je vais vous parler de ce vin de 2021, Électron Libre, un assemblage Grenache Clairette qui normalement devrait parler à ceux qui cherchent de la fraîcheur dans une conjugaison aromatique méditerranéenne. Alors, ce que moi j'aimerais évidemment souligner, c'est que la clairette, c'est vraiment le cépage qui aujourd'hui revient, presque comme une évidence. C'est peut-être la colonne vertébrale nécessaire à ces climatologies qui souffrent un petit peu évidemment du réchauffement climatique. On le voit de plus en plus, on voit des merveilles de clairette. Moi j'aime beaucoup parce que c'est un cépage qui va plaire évidemment au Palais du Nord. Moi je suis plutôt formaté vraiment sur les fraîcheurs dans les blancs des vins du Nord, plus que les vins du sud de la France. Et donc, ce que j'aime dans la clairette, c'est qu'elle va tirer évidemment la colonne vertébrale, la sapidité, elle va apporter des instances florales, fraîches, fenouilles, etc., un peu anis, que moi je trouve merveilleuses. Et puis derrière, le Grenache va apporter un petit peu le confort, la dimension, la texture, peut-être un petit peu d'épaule, d'un côté un peu amandé à toute la proposition. Bref, cette cuvée de Côtes-du-Rhône d'Emmanuel Gagnepin, c'est une invitation à cette conjugaison un petit peu méditerranéenne, sur un blanc assez tactile et charnel, mais porté évidemment par tous ces arômes. Alors dans le verre, moi ce que j'aime dans ce vin, c'est qu'il va renouer un petit peu avec les instances de fruits d'été, la pêche de vigne, le fenouil, des petites notes anisées, on va avoir un peu de citron de râpé dedans, ça va être quelque chose de très agréable. Et à la fois, vous allez voir en bouche, c'est un petit peu de texture, c'est un petit peu nappant. On est encore dans cette conjugaison tactile que nos papilles absorbent volontiers fin mai, début juin, peut-être plus au mois de juillet, au mois d'août, mais globalement, on est en demi-corps, on est vraiment sur quelque chose qui est assez appétant et qui va donner soif en même temps que ça réconforte. Et ça, j'aime bien cette idée-là en tout cas.
En tout cas, moi, ça a été un coup de cœur. Alors évidemment, 2021, une année froide, très adaptée au blanc du Rhône. On voit les Vionniers, on voit les Roussannes, on voit tous ces cépages comme la Marsanne qui n'ont pas chargé trop de glycérol et trop de puissance sur ce millésime. Et ce que j'aime évidemment dans cette proposition, c'est qu'on va récupérer en fait un peu de fraîcheur salivante. Clairement, même si aujourd'hui on fait des vins blancs peut-être un petit peu plus frais que ce qu'on a eu fait dans le passé, je préfère ce genre de millésime comme 21 que des années un petit peu trop écrasées par le soleil et par la puissance alcool. Alors en bouche. Vous conseillez cette bouteille à la maison, vous allez voir, ça reste un petit Côtes-du-Rhône blanc, donc on n'est évidemment pas du tout en phase avec la proposition un peu surdimensionnelle que de certains Châteauneuf ou autres. C'est pas le combat, on n'est pas du tout en train de dire que tout ça peut jouer dans cette catégorie-là. Mais par contre, avouez quand même qu'il y a un petit peu de texture, un jeu sur les lits, un peu de texture de gras sec naturel, beaucoup de fraîcheur salivante et puis un peu de sel. Je trouve que c'est relativement bon, très très appétant et surtout relativement équilibré pour un vin de cette région. Évidemment dans cette proposition de prix plaisir, parce que là on parle évidemment toujours, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de ce live, on parle de prix, plaisir, émotion. C'est toujours vraiment ce qui, moi en tout cas en tant que sommelier, me guide. Et cette bouteille, elle répond un petit peu, je pense, à ça, en termes de satisfaction tactile et sensorielle, avec évidemment ces petites instances aromatiques qui respectent bien les codes aromatiques du fenouil, de la clairette, ce côté un peu anisé, très fin. Et puis cette dimension un peu charnelle du Grenache blanc, qui là ne souffre pas en fait de la richesse solaire. Bref, un coup de cœur, et surtout un joli blanc. Alors, faut boire avec ça, parce que évidemment, là on a affaire à un blanc un peu plus charnel, peut-être un peu moins appétant, peut-être un peu moins dédié à toutes ces propriétations crues que j'évoquais tout à l'heure, et à ces recettes qu'on imaginait avec le Riesling de Mélanie Pfister. Pour moi, là, c'est le fenouil braisé, huile d'olive, un peu de fleur de sel, la simplicité. Franchement, il faut jouer avec les légumes au four, il faut jouer avec les propositions de poissons relativement grillés, de choses comme ça. Il faut pas aller chercher de choses trop complexes, parce que le vin en lui-même a déjà une forme de générosité tactile. Mais si vous aimez cuisiner, que ce soit du céleri, que vous aimez cuisiner du fenouil, que vous aimiez cuisiner, voilà, ces sensations qui vont étirer un petit peu cette persistance anisée et pourquoi pas provoquer une rencontre avec de l'agrume ou du cédrat ou des choses comme ça, ça pourra fonctionner. Vous aurez évidemment des pistes assez ouvertes. Moi, j'aime aussi beaucoup ça, évidemment, avec les fromages, quand ils ont un petit peu de relief. J'aime bien varier ça avec des brebis ou avec des choses qui ont des herbes aromatiques, peut-être des herbes du maquis. Alors je pense à un brin d'amour, vous voyez, ces combinaisons-là dans lesquelles je me retrouve très bien, que ce soit pour un apéritif bien pensé avec des amis ou que ce soit évidemment quand on se met un petit peu à table. Et puis bien sûr, si vous travaillez un petit peu les produits de la mer, encore plus, travaillez du poulpe, un carpaccio de poulpe, cédrat, agrumes, huile d'olive, citron, voilà, des petites choses comme ça, un verre de ça dessus, ça fonctionnera, c'est clair, c'est évident. Et évidemment, ça fait partie de ces plaisirs sensoriels que je vous invite à vivre. Bref, ce Côtes-du-Rhône, c'est un blanc du Sud, sans les stigmates du Sud, avec une réalisation, en tout cas à mon sens, extrêmement habile, extrêmement douée, des rapports prix-plaisir, encore une fois, très très bons, et dans lesquels je me retrouve parfaitement, en tout cas pour celles et ceux qui veulent boire du vin régulièrement avec plaisir, ça fait partie des évidences forcément. Troisième vin que je vais vous présenter dans cette dégustation, il est assez marquant. D'abord, c'est de la pure recherche et développement. J'aime bien dire ça parce que, évidemment, quand on parle du domaine de l'art dans les Côtes de Castillon, on ne parle pas de recherche et développement, on parle d'une évidence. On parle d'un domaine qui tutoie bien des Saint-Émilion Grand Cru et bien sûr des propriétés. Voilà, là je me rappelle, je vous livrer une anecdote, mais quand Stéphane et Christine ont présenté le 2022 du domaine de l'art en primeur au pavillon Ladoyen il y a quelques semaines, ils avaient amené pour une dégustation à la fin un domaine de la 2010, sincèrement c'était un truc de fou, et pourtant Dieu sait si à côté il y avait du matos et du monde, il y avait des Carmes Aubryon, des grands domaines de Chevalier, des choses comme ça qui étaient superbes. Franchement là quand on a goûté le 2010 on a vrillé. Encore une fois, on a la démonstration par exemple que cette propriété brille, et là ce qui est intéressant c'est qu'on a poussé évidemment le curseur de la recherche et développement dans quelque chose qui est intéressant.
c'est-à-dire une lecture du Cabernet Franc vraiment gourmande, fine, avec un peu de grappe entière, sans hyperbole de bois, sans quoi que ce soit. Et on va ramener ici, en fait, ce qu'aiment boire Stéphane et Christine de Renoncourt au cœur d'une conversation avec beaucoup de floralité, beaucoup de fruits, beaucoup de panache. C'est pas un énième vin ou un troisième vin ou un truc qui a été pensé en disant bon ça va pas dans le grand vin, etc. C'est une vision, c'est un plaisir. D'ailleurs ils l'ont même écrit eux-mêmes sur le pitch de la bouteille, ça s'appelle À table. Une vision du Cabernet Franc sur ces terroirs qui prolongent le côte ouest de Saint-Émilion et qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller visiter le domaine, vous serez certainement stupéfait par la topographie des lieux qui ressemble à une petite Toscane. Il y a des petits bosquets partout, des arbres. C'est assez vallonné, c'est très très beau. La cave est à taille quasi bourguignonne, une petite cave voûtée, vraiment magnifique, dans laquelle d'ailleurs Stéphane fait beaucoup de tests sur des cabernets francs qu'il élève en amphore, et dans laquelle vous pourrez peut-être, je sais pas, dans quelques années, goûter une dégustation comparative de Cabernet Franc qui sont vinifiés, élevés en amphore. Il a commencé en 2017 et il faut savoir que les vins sont restés en amphore depuis 2017 pour tous les millésimes en tout cas qu'on a, 17, 18, 19, etc. Il les garde sans les mettre en bouteille dans ses contenants pour voir un petit peu. C'est pas des amphores, pardon, c'est des wine globes, dans lesquels on a une forme d'évolution de la matière, une floralisation de la matière. Bref, tout ça nous amène vraiment sur une forme de recherche et développement autour du Cabernet Franc et sur sa minéralisation, sur la manière dont ces vins se comportent avec le temps qui passe. Bref, je referme la parenthèse et reviens à ma cuvée À table, que moi j'ai franchement adoré. Et puis qui vient surtout tordre le cou à un paquet d'a priori, sincèrement. 1 sur le millésime, 2 sur le stéréotype des vins boisés de Bordeaux, 3 sur l'idée qu'on ne peut pas faire des vins qui sont super bons jeunes. Bref, tout ça, vous allez voir comment ça sent bon ça. Alors, c'est un vin qui est dangereux, je préfère vous prévenir. Là, le crachoir n'a plus raison d'être, franchement, parce que même si c'est un rouge, il n'y a pas de tanin, ça c'est terrible. La deuxième chose, c'est que vous allez tomber sur une floralité, mais embaumante, qui va peut-être vous rappeler, là je l'ai un petit peu dans mon verre, il me sourit en même temps que je vous parle, mais globalement, j'ai quasiment des fragrances, vous savez, de jolis bourgueils dans le coteau, d'un beau millésime qui a fait 24 mois d'élevage, vous savez, un petit peu ce pétale de fleurs, le cassis doux, ce spray aromatique un petit peu, feuille de cassis doux, sur lequel on est vraiment connecté, avec la fraîcheur un peu mentholée, la feuille de menthe posée fraîche, comme ça. C'est super bon. Et c'est surtout pas variétal, il n'y a pas de végétal. Il n'y a pas de végétal, vous savez, poivron, pyrazine, patati patata. Franchement, c'est très très beau. Et en tout cas, c'est un vin qui n'a pas d'artifice, c'est un vin qui n'a pas de bois, c'est un vin qui va peut-être révéler pour certains d'entre vous le goût des cabernets à Bordeaux sans tout ça. En tout cas, en bouche, vous allez voir l'île de la tentation. Hein. Alors, ceux qui le goûtent avec moi, je vous invite à chercher les tanins. Moi, je ne les ai pas encore trouvés. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est des messages hyper sapides, hyper longs, beaucoup de sel sur la langue, un lift de fraîcheur mentholée très fin, très digeste, un vin sans la moindre barrière sensorielle qui bride le plaisir. C'est un truc, quand je vous dis que c'est dangereux comme vin, c'est vraiment dangereux comme vin. C'est-à-dire que ça, sans rigoler, à 2, la bouteille fait 10 minutes. C'est un truc de fou. Moi, ça m'arrive pas souvent de boire des Bordeaux très jeunes comme ça, parce qu'évidemment, on a forcément une frontière structurelle, évidemment, et moins de plaisir jeune. Mais quand on goûte ça à ce degré de réalisation, de finesse et surtout de doigté, c'est-à-dire que ça, c'est du thé, quoi. On va chercher une forme d'essence de Cabernet Franc, sans dureté, sans quoi que ce soit. Et on va chercher évidemment la floralité, la fraîcheur et surtout pas les tanins. Bref, une réalisation
recherche et développement in fine, qui rejoint évidemment toute l'idée que je me fais des vins contemporains, c'est-à-dire qui sont très parfumés, qui vont chercher l'émotion, qui vont chercher le plaisir à différents degrés d'intensité et de hiérarchie, hein, quel que soit évidemment. Aujourd'hui, je pense que vraiment, on est vraiment dans une ère où on veut des vins expansifs, parfumés, pas forcément structurels. Et cette bouteille répond évidemment très très bien à ces codes. C'est bien sûr là qu'on voit toute l'intelligence et la vision de Stéphane et Christine de Renoncourt qui, dans cette cuvée à table, nous régale encore un peu plus cette année. Bref, chapeau à eux pour cette troisième bouteille de votre coffret. Bref, je reprends donc rapidement pour ceux qui nous ont rejoints ou ceux qui nous ont suivi depuis le départ la synthèse. Ce coffret du mois de juin de Chef d'œuvre, c'est 3 plaisirs différents. C'est Rieslingberg de chez Mélanie Pfister, dont on applaudit évidemment la régularité, mais surtout l'émotion prix-plaisir, pas simplement un Riesling variétal, quelque chose qui a un peu de sel, avec beaucoup de panache, et une très très bonne 2021. Cette promesse du Rhône Sud en blanc, qui évidemment la tord le cou aussi à des a priori qu'on pourrait avoir sur les blancs de la région. Pas trop de puissance, beaucoup de panache, et surtout ces instances un peu anisées de ce combo clairette grenache. Et puis voilà, un dernier vin, juste en plaisir, libéré, de Stéphane et Christine de Renoncourt, qui sont évidemment dans nos cœurs au fur et à mesure que les années passent. Bref, maintenant qu'on est assez chaud et qu'on a parlé évidemment de ce coffret, excusez-moi, petite interruption inattendue. Alors, je vais vous parler de ce coffret de découverte qui va suivre un petit peu la suite de cette vidéo. 2 bouteilles, 2 plaisirs différents et que je vais avoir beaucoup d'émotions à vous commenter. Le premier vin est là encore, une bouteille assez rare. Je crois qu'il y a 600 bouteilles produites. Donc bref, vous voyez, on n'est pas très très loin dans la recherche et développement. Cette bouteille, c'est un domaine que je vous ai déjà présenté, puisqu'il y a à peu près 18 mois, je parlais de Bonigal Baudet comme évidemment un coup de cœur, et on avait mis dans un des coffrets de chef-d'œuvre une magnifique cuvée de Touraine Amboise du domaine dans vos coffrets. Là, on va pousser un peu le curseur plus loin et je vais attirer votre attention sur un phénomène, sur un détail qui peut changer pas mal de choses. Alors, le domaine, je vous laisserai aller voir un petit peu sur la fiche de chef-d'œuvre et tout ce qu'on a déjà écrit. Je ne vais pas simplement monopoliser l'attention sur cette vidéo autour de la propriété. Il faut aller creuser un petit peu cette aventure qui a commencé, je crois, en 2014 de mémoire à la propriété et qui s'est comme ça un petit peu développée, affinée. Là, ce que je voulais vous parler, c'est de la dégustation de cette cuvée qui s'appelle Beauvoir. Et vous verrez sur la petite contre-étiquette, sur l'étiquette qui est là, c'est marqué longs élevages. Ça veut dire qu'en fait, sur la même parcelle, le domaine a fait le choix d'étirer les élevages beaucoup plus loin sur une ou 2 pièces sur 2 pièces. Je crois que c'est un demi-nuit, il faudra que je vérifie les contenants. Mais globalement, on a décidé d'étirer, d'affiner, d'amener un petit peu plus loin les chenins dans, on va dire, la manière dont on va les sculpter. Parce que l'élevage, sur une vendange comme 2019 qui était magnifique pour les chenins, franchement, on avait une concentration de maturité, de sel, de sapidité. C'est vraiment une année de feu pour les chenins. Moi, j'adore la 2019 sur les chenins. En tout cas sur la partie de Touraine, clairement, et de Saumur. Peut-être un petit peu moins dans l'Anjou, parce que c'était un peu plus compliqué, la gelée, et puis il y a eu aussi un peu plus de degrés, un peu plus de puissance, parfois, sur les 2019, mais c'est un millésime qui a de la concentration et du sel en Touraine et en Saumurois, et qui a donné évidemment beaucoup de relief au chenin. Donc la bouteille qu'on va déguster là ensemble, elle s'appelle Beauvoir Longs Élevages. Il faut savoir que la cuvée Beauvoir classique existe, et moi, j'ai eu la chance de comparer les deux. Et sincèrement, c'est totalement unique. Donc, je voulais évidemment en parler, vous donner un ressenti personnel et piquer votre curiosité sur ces chenins ligériens que l'on trouve souvent dans des compositions agréables, profondes, avec évidemment la personnalité du chenin et différentes caractéristiques ou styles. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette cuvée longs élevages, c'est qu'au fur et à mesure qu'on étire l'élevage, on sculpte, on récupère du sel, on récupère de la puissance et de la longueur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, me ramène à une interrogation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les vins de Touraine, avec un tel potentiel, sont mis sur le marché si tôt? Ou pourquoi est-ce qu'on n'élève pas plus longtemps ces vins,
C'est la même réflexion qu'on pourrait se poser à Sancerre, à Chablis, à plein d'autres grands lieux du vin. Évidemment, le temps, c'est l'allié du vin, et il faut bien sûr que, au gré des élevages, on puisse aller chercher de la complexité. Bref, je referme cette parenthèse et je vous en parle tout de suite. Ici, vous avez une parcellaire du domaine 2019 et donc une version étirée des élevages. Je tiens à vous dire que vous êtes quasiment les seuls en France à pouvoir goûter ça parce que c'est de la pure recherche et développement. Et quand j'en ai parlé avec les propriétaires du domaine, c'était assez excitant pour nous de vous en parler avec ce coffret et cette vidéo surtout. Alors dans le verre, vous allez plonger dans un univers qu'on connaît bien quand on connaît un petit peu les chenins de Loire, Montlouis, Vouvray, etc. vont vous donner des codes. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes socles géologiques, mais quand même, on n'est pas très loin. Et vous allez voir déjà, la concentration est superbe dans l'univers aromatique. Petite promesse de... Alors c'est un vin c'est un chenin qui a de la concentration, mais qui a du sel. Alors, au nez, moi je suis très tourné sur le nèfle, le côté un petit peu gelée de poire, poire William, côté un petit peu noyau Mirabelle, qui va évidemment souligner la concentration un peu. On a une dimension en fait qui est très chaleureuse et saline en même temps. On a cette contradiction un petit peu des éléments qui vient chatouiller comme ça les papilles. On est sur un végétal frais aussi qui est juste derrière, qui lifte un petit peu l'ensemble et qui va lui apporter un petit peu d'éclat et peut-être ce côté nuage qu'on aime bien finalement dans ces promesses ligériennes. Mais quand on regarde la contre-étiquette, on s'aperçoit quand même que les chenins sont montés assez haut parce que c'est une petite bête, ça fait un peu plus de 14 quand même. On va voir si en bouche, en tout cas, ça passe. Ça passe mieux que tout, hein. Déjà, je mets qui que ce soit au défi de trouver que le vin fait 14 à l'aveugle, parce que franchement, la manière dont le gras sec passe, et la minéralité, et la sapidité, et l'extrait sec, la concentration de l'extrait sec sur ce vin est très impressionnant. Et moi, je voudrais donc témoigner sur ce long élevage, et cette cuvée, en tout cas les Beauvoir long élevage. C'est une cuvée qui récupère en salinité grâce à ces longs élevages, ce qu'elle a perdu en sensation glycérolée ou en sensation puissante. Parce que quand on compare à l'autre, eh bien l'autre, on sent un peu plus l'élevage plus court, on sent un peu plus la chaleur et la puissance. Bref, ce vin, en fait, il nous ramène à une réflexion, c'est comment est-ce qu'on affine, comment est-ce qu'on étire, comment est-ce qu'on apporte de la persistance. Évidemment, les longs élevages, ça passe un petit peu par ça, et ça peut sculpter un petit peu certaines matières et apporter finalement un peu plus de relief. C'est ça qui compte. Bref, c'était évidemment cette cuvée que je voulais commenter. Beauvoir de chez Bonica Baudet, 2019, longs élevages, un tirage limité, spécialement pensé pour vos coffrets. Un peu réfléchi comme un vin expérience, si vous voulez ce que je veux dire. Parce que cette bouteille des coffrets chef-d'œuvre du coffret découvert de ce mois-ci, c'est pas simplement une jolie bouteille de Touraine sympathique comme ça qu'on s'envoie en plaisir et qu'on va marier avec... c'est une réflexion sur le temps qui passe et la matière du vin en fonction des temps d'élevage. C'est vraiment ça. Et je trouve qu'en tout cas, la réponse est dans le verre. Si vous aviez eu la chance de faire la même comparaison que moi, élevage court et élevage long, sincèrement, c'est vraiment le jour et la nuit. Bref, tout ça nous ramène à des longues réflexions, soirées, dégustations et à plein de commentaires qui, je l'espère, passionneront les uns et les autres. Alors, le deuxième vin de ce coffret découvert, je vais pas en reparler, je l'avais déjà présenté le mois dernier, un très très beau Barbera d'Italie, domaine Sanzi. Le Barbera, c'est un petit peu cette conjugaison aromatique épicée, poivrée, d'un fruit succulent sur le noyau, épicé avec une très bonne salivation, le genre de choses qui est un petit peu le combo entre le Gamay et la Syrah, et que j'aime bien moi en tout cas boire dans des sensations un petit peu estivales. Ça a été un coup de cœur, c'est un Tribichere Gambero Rosso sur 2020 et c'est surtout une belle cuvée coup de cœur qu'on a voulu partager comme ça. Donc je vous inviterai à regarder la vidéo si vous avez déjà envie d'un peu plus de commentaires et surtout d'aller voir sur le site de Chef-d'œuvre ce qu'il en est pour tous les détails. On continue avec nos autres coffrets du mois de juin, petit clin d'œil au Mâconnais. Alors évidemment on va parler du Mâconnais et de cette appellation Pouilly-Fussé qui a connu depuis 2020 pas mal de nouveautés, cette classification des 22 premiers crus de Pouilly-Fussé et aussi bien sûr l'aura
qu'elle devait avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à corps en tant que Saône-et-Loirien. Je suis né en Saône-et-Loire. Je suis plutôt fier de parler de Pouilly-Fussé, de Saint-Véran, qui est en train d'ailleurs, j'étais encore dans la région il y a 10 jours, ils sont en train de penser bien sûr au projet des Saint-Véran premier cru. Ça va falloir suivre évidemment, comme Pouilly-Vinzel également, qui va classer certaines parcelles en premier cru. Bref, le moteur est parti de Pouilly-Fussé. On va avoir évidemment derrière les premiers crus de Saint-Véran qui vont arriver. Cette actualité, on la commentera et bien sûr, on sera là pour en témoigner. En tout cas, il y a sur ce secteur des endroits qui sont évidemment intéressants d'un point de vue géologique, mais aussi à l'altitude. Et quand on parle évidemment du domaine des Rontais, du château des Rontais, donc là une propriété qu'on ne présente quasiment plus, on pourrait penser que cette parcelle des Birbettes, cette fameuse cuvée un petit peu d'altitude, est supérieure, et meilleure et intéressante à regarder dans le temps, puisque évidemment c'est l'altitude qui va conjuguer l'intensité et la puissance à la fraîcheur. Donc cette parcelle n'a pas été classée premier cru. On aurait pu pourtant évidemment la challenger dans une dégustation à l'aveugle. Alors donc on a mis un Pouilly-Fussé les Birbettes 2020 du domaine des Rontais, donc la famille Montrasi que on ne présente quasiment plus, et dans laquelle évidemment on lit une forme d'évidence sur 2020 avec une maturité, une sapidité, une sensation de minéral incroyable et un chardonnay de haut niveau qui va peut-être en tout cas vous faire vibrer. Ça fait partie du coffret très très bio. Dans la deuxième bouteille qu'on a sélectionné pour ce coffret, on a mis un moulin à vent du domaine des Pierres Roses. Alors évidemment, on connaît tous Thibault Ligier-Belair et cette partition merveilleuse écrite dans le cœur du secteur le plus névralgique, quasiment du Beaujolais, moulin à vent. Et bien là, 2020 affiche un éclat magnifique. Et c'était la parcelle qui s'appelle Champ de Cour, évidemment, donc grand terroir, grand gamay. Grand vin de demi-garde, assez athlétique quand même sur 2020. Il faudra quand même prendre un petit peu d'air, un petit peu de respiration à celles et ceux qui vont recevoir ce coffret. C'est un vin qui va livrer des instances poivrées, épicées, vraiment magnifiques, avec ce fruit qui vous ramènera un petit peu sur le noyau et aussi les promesses un peu de pinot noir. Moulin à vent, on le sait, fait des vins qui peuvent aller comme ça sur des instances qui rappellent évidemment certains pinots. Je referme la parenthèse. En tout cas, nous ici, quand on a accueilli Thibault Ligier-Belair dans une soirée, on a dégusté des 2012 en Magnum et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui, à l'aveugle, aurait dit que c'était un gamay. Bref, ça vous ramènera évidemment à des longues réflexions. On vous parle un petit peu du coffret Absolument Rouge, 3 bouteilles. Alors, il y a 3 bouteilles dans le coffret Absolument Rouge. Il y en a 2 que je ne vais quasiment pas présenter. Il y a une cuvée qui s'appelle Cap Nord. C'est la merveilleuse cuvée de Laurent et David Combier. Les premiers millésimes, c'était 2014. Vous vous rappelez peut-être pas de ça, mais nous, chez Chef d'Œuvre, on a été les premiers à les commenter. Aujourd'hui, évidemment, c'est une cuvée qui est un peu le trait d'union entre les Creux Hermitage classiques du domaine et les Clos des Grives, le fameux Clos des Grives que vous avez tous en tête pour ceux qui aiment le domaine du Combier. Je vous invite à être très concentré sur la prouesse des 2021 qui est extrêmement suave, très fine, très parfumée. C'est un millésime de demi-corps, un peu comme on a eu les 2014 à l'époque, les 2008, mais que j'aime bien et qui est relativement souple, très très bon, sans carence végétale. C'était un challenge évidemment sur Crozes, qui est une appellation qui a été très touchée par la pluie, la pression fongique, par le gel aussi. Bref, c'est une année complexe 2021, mais dans laquelle évidemment la famille Combier a brillé. Alors il faut goûter ça évidemment comme un vin de parfum de demi-corps, mais surtout un vin estival, plutôt à apprécier dans ces périodes-là. C'est pas le Gros Hermitage plus structurel qu'on pourra apprécier plus en hiver sur du pigeon, des choses comme ça, et donc dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais partager ça avec vous. Deuxième vin de ce coffret Absolument Rouge, 3 bouteilles. Alors ça, je vais l'ouvrir avec vous et je vais le commenter parce que sincèrement, ça m'a mis une petite claque. Et vous connaissez évidemment le vignoble de Pézenas, le Languedoc et surtout ses plaisirs. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu parce que 1, ça vaut pas très cher et 2, ça m'a vraiment torché. Ça m'a torché en émotion sur l'idée d'une grenache un peu en grappe entière là, poivrée, épicée, fine, assez déliée sur une vendange en fait, tout en bonheur, tout en plaisir. Moi, plus ça va, plus je préfère les grenaches quand elles sont non égrappées. Et j'aime beaucoup la composition en fait aromatique de ce cépage qui va tirer sur la fraise écrasée, sur le Sichuan, sur des poivres un petit peu sauvages, des choses comme ça. Et avec des promesses aériennes, sans structure, sans sucrosité. Moi, je n'aime pas trop les grenaches quand elles sont trop enrobées ou trop séveuses, trop denses. Je préfère quand elles ont un nuage, un parfum aromatique qui va amener un petit peu ailleurs dans la conversation et dans l'esprit. Donc, on va élever un petit peu le niveau et, je l'espère en tout cas, le plaisir.
Regardez-moi cette couleur. Rubis, comme ça, là. Ça, c'est un vin qui va communiquer autant au nez, c'est sûr et certain, qu'en bouche sur la finesse. Alors, premier nez, vous allez voir. Alors, Comte des Floris, pardon, je ne vais pas parler du domaine, je vais vous en donner un petit mot quand même. Daniel Comte des Floris, bien évidemment, c'est une propriété qui a été créée au début des années 2000, autour de laquelle c'est un projet d'homme, de bourguignon, entre guillemets, d'âme, parce que Daniel Comte des Floris, c'est plus bourguignon dans l'âme que languedocien. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait dire. Je vous laisserai aller chatter, voir un petit peu sur l'histoire du domaine sur le site de Chef d'œuvre, parce que on l'a un petit peu raconté et ça prend beaucoup de temps, mais ce que j'aime bien souligner dans ça, c'est que là, vous avez la quête de quelqu'un qui, autour des vignobles de Pézenas, a voulu aller chercher un petit peu l'esprit de finesse et de raffinement de la Bourgogne et de l'appliquer dans un esprit plus sudiste, avec légèreté, avec fraîcheur, en ayant en admiration évidemment en ligne de mire les grenaches à la façon Renault, façon Rayas, etc. En se disant que fallait pas trop appuyer sur les messages et qu'il fallait surtout chercher de la finesse, de la floralité, de la fraîcheur. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une bouteille qui vaut pas très cher, hein, c'est une cuvée très relativement abordable et dans laquelle eh bien, je me retrouve beaucoup sur ces promesses un petit peu estivales et fraîches. Bref, tout ça nous ramène à ces sensations de cette grenache un peu rubis. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le verre, vous allez passer 3 tours de verre, sortir d'une très fine réduction légère. Après, vous allez passer par des petits tours de fraises au sucre, ce côté un peu marc des bois écrasé, gariguette, dans lequel on a lâché un petit peu de sauge, un petit peu de menthol, un peu de basilic. Il y a une dimension en fait très fraîche, quasi chlorophyllienne dans le bac bouquet. C'est-à-dire que derrière les promesses du grenache noir dans sa version infusée, eh bien on peut avoir un relief, un lift mentholé qui est très intéressant. On est autour de Pézenas, bien sûr, secteur languedocien qu'on pourrait imaginer ou imager comme très chaud, et dans lequel en fait, ici on conjugue la succulence du fruit un peu framboise à l'eau de vie, avec une forme de fraîcheur ligneuse, un peu mentholée comme ça, très fraîche, dans laquelle il n'y a pas de sucrosité. Alors c'est pas un vin éminemment long, c'est pas du tout... c'est pas un Châteauneuf, on n'est pas en train de comparer ce qui n'est pas comparable. On parle ici simplement d'un plaisir assez immédiat, dans cette conjugaison des éléments, et même dans cette opposition des éléments, où finalement les uns vont rencontrer les autres et apporter de la fraîcheur. Et ça fait partie des petites choses comme ça. Alors là, on reparle évidemment d'une bouteille abordable, hein. Je ne suis pas en train de vous commenter un grand cru, ni quoi que ce soit, ou un vin de légende. Je suis simplement en train de vous dire que ça fait partie des choses qui, en 2021, m'ont vraiment marqué pour la légèreté, la finesse et vraiment la justesse de la proposition. Beaucoup de plaisir. Et le plaisir, c'est ce qui compte évidemment dans le vin. Bravo donc à Daniel Comte des Floris pour cette bouteille. On termine tranquillement avec donc ces coffrets, ce live des coffrets. On est quasiment à 50 minutes ensemble passées. J'aimerais vous donner un petit peu d'actualité sur le coffret qui s'appelle Terroir de légende. Terroir de légende, ce mois-ci, c'est 2 plaisirs bien particuliers. Le premier, c'est un Beaune premier cru Grève 2019 de chez Jadot. Franchement, ça m'a torché ça. Ça, c'est un très 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 beau blanc. Alors les Grèves, tout le monde connaît évidemment, tout le monde connaît un petit peu le cœur névralgique de ce premier cru de Beaune. 2019, c'est quand même une année de feu, on ne le redira jamais assez en France. Et moi, je pense, pour remettre en rendu un petit peu au domaine, qu'en termes de style et d'élevage, là, on a franchi un cap. Et c'est une bouteille que j'ai adorée. Moi, je me rappelle déguster. On était à Baït-Touker l'année dernière. C'était une course de vélo dans laquelle la maison Jadot avait apporté un 2013 en Jéroboam. C'est une bouteille qui m'avait vraiment marqué à la dégustation et que je me suis dit, bon, en fait, il y a un truc, il faut quand même qu'on suive ça. Et donc, j'ai suivi 2017. J'ai acheté quelques 2017 et les 2019 sont vraiment excellents. Et ça, c'est une très très belle bouteille qui, pour moi, dans le coffret Terroir de légende, rappelle un petit peu, bien sûr, la grandeur des Grèves, mais surtout, les Grèves en blanc, c'est pas beaucoup de propriétaires. Il y a quelques propriétaires en Bourgogne qui le font. Et dans les Beaunes blancs, évidemment, c'est un cœur évidemment concentré autour duquel les wine lovers pourront retrouver certains plaisirs. En termes d'intensité, de chair et de structure, sincèrement, ça boxe dans des premiers crus. Donc on est évidemment au niveau de certains meursault, au niveau de certaines choses. Donc très intéressant évidemment à suivre. Et puis là, on a un petit peu évidemment l'alignement des planètes, très très bonne sapidité, grosse structure, beaucoup d'épaules, boisé très fin, fucadu,
Bon, là, c'est un univers, c'est un aromatique que je vous laisserai découvrir dans vos coffrets, mais qui est très intéressant. Et moi, que je trouve vraiment, vraiment savoureux, très rassembleur en tout cas. Le deuxième vin qu'on a mis dans ce coffret, c'est un Barbaresco Pailloré de Andrea Settimano, qui est un éminent propriétaire de Barbaresco. Alors on ne présente quasiment plus le personnage tellement on l'a aimé, commenté et dans lequel on a évidemment plongé dans certaines soirées chefs-d'œuvre. Pailloré, c'est vraiment un des très très beaux terroirs de la gamme d'Andrea Settimano, qui lui a une vision extrêmement bourguignonne bien sûr de son terroir du Piémont, mais surtout après un doigté très fin. 2019 étant évidemment un millésime qu'on se rappellera dans la décennie, un peu comme 2016. Franchement, dans la décennie, c'est ce que j'aurais retenu de plus vibrant et d'émotionnel dans les terroirs de Barbaresco et dans cette proposition, évidemment. Andrea Settimano brille de tous ses feux. Bref, ça fait partie des grands vins de garde. Alors là, évidemment, ce sont des vins qui méritent soit un très bon goût de carafage, un grand verre, ou évidemment beaucoup de concentration. Mais si vous leur offrez du temps, c'est évidemment la meilleure chose que vous pourrez faire. Voilà, écoutez, il est à peu près l'heure de vous quitter. Je vous ai promis 45 minutes, 1 heure pour ce live Instagram. On a présenté les coffrets de chefs-d'œuvre, je l'espère, rapidement et de manière efficace. Tout ça pour dire évidemment que tout ça reste des coups de cœur, une histoire de goût, des rencontres, parfois des anecdotes sur des types d'élevage, des styles de vinification et surtout des choix qui sont faits. Parfois, évidemment, on parle de prix plaisir. Voilà, on ne vend pas que des bouteilles à 500 € chez Chef d'Œuvre et on est fier de le faire parce que le monde du vin, c'est pas que des bouteilles à 500 € et c'est pas les 15 domaines que tout le monde s'arrache aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. J'invite évidemment chacune et chacun à être très concentré sur ce message. Les grands vins, c'est dans la diversité, c'est dans l'épanouissement de la découverte et des sens que l'on se retrouve et pas forcément simplement sur une étiquette de vin que l'on boit simplement en étant omnubilé par la légende inscrite autour de l'étiquette. Voilà, le message est passé. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Je vous souhaite un bon apéritif. Peut-être que vous avez envie de boire un coup. Franchement, la météo est avec nous et ce mois de juin est quand même assez succulent. Profitez-en pour en boire suffisamment, en boire des belles bouteilles, en pensant évidemment à tous ceux que vous aimez. Partagez ces bouteilles bien sûr. En tout cas, moi je vous attends avec impatience le 23 juin au 55 rue de Châteaudun pour ceux qui ont pris leur place au lab de chef d'œuvre. Ce sera le lab d'été sur la route des vacances. Et sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et vous dis à bientôt autour d'un verre. Ciao, ciao.